Merci beaucoup, mesdames et messieurs les présidents, chers amis. Je dirais que la salle est à l'image de ce qui va se passer. Vous aurez pu vos patients dans les soins critiques, ils sont peut-être tous monitorés en dehors du bloc ou à la maison. Donc ça tombe bien, puisqu'en fait, c'est vraiment, vraiment le sujet. Pour vous présenter mon topo, j'étais un petit peu embêté parce que je ne voulais pas non plus quels enjeux. En fait, j'aurais pu faire tout le topo et puis les deux orateurs auraient été un petit peu... aurait fait de la redite. Donc j'ai essayé de vraiment cibler sur les enjeux qui vous attendent. Alors moi, mon premier enjeu, c'est un conflit d'intérêts pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas travailler sur du monitoring sans avoir des industriels derrière nous pour développer des applications ou faire des choses. Donc je le dis tout de suite, j'ai deux conflits d'intérêts, mais directement liés au topo. C'est avec General Electric, mais ça c'est pour la partie intra-opératoire. Mais surtout, j'ai un énorme conflit d'intérêts avec la société Evolucare et avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, c'était le président de la Banque publique d'investissement, de la BPI, et on a gagné auprès de la BPI, au sein d'un consortium, on a levé 12 millions de fonds. C'est pas rien, 12 millions actuellement, hein. Bercy en cherche un peu moins, pour faire des applications de surveillance, et on a fait un énorme projet. Certains d'entre vous dans la salle y ont participé sur... en fait, du monitorage à domicile. Alors, je ne vais pas en parler puisque l'étude est terminée, mais on n'a pas encore les résultats. La question finalement et les enjeux, c'est qui faut-il monitorer ? C'est quoi ? C'est comment on va faire ? Puis on va le voir, c'est qui va payer tout ça, quoi. Au Canada, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça va être un souci. Alors, pour parler d'enjeux, nous, notre projet, on l'avait appelé Smart Angel, le petit ange qui vous surveille. Et en fait, c'est marrant parce que cet acronyme que nous, on avait développé en 2017, actuellement, il est aussi repris dans la littérature. Je vois que Christophe sourit. Parce qu'en fait, SMART, ça peut se décliner en ce que je vous ai dit. C'est qui ? Comment est-ce que vous allez sélectionner vos patients en dehors du bloc opératoire qui vont devoir être surveillés ? C'est quel monitorage on va devoir leur faire ? Quelles sont les alarmes ? Ça va être un énorme challenge pour vous. Pas pour vous les médecins, mais pour les infirmières. Et puis quelle réponse et quel traitement on peut amener à faire tout ça. Donc moi, ce que je vous ai proposé, c'est décliner ça pour voir quels sont les enjeux à chacun des stades. Et je pense que les orateurs qui me succéderont le développeront. Et puis, il y a deux éléments. Quand on est médecin, on n'y pense jamais, sauf quand c'est nous qui payons. C'est qui va payer ça ? Qui c'est qui va payer le monitoring, en particulier en ambulatoire ? Ça va être un énorme enjeu pour la collectivité. Ça va faire des économies probablement à nos tutelles, mais c'est probablement une charge à reste qu'il va y avoir à gérer, peut-être par les mutuelles. Et puis, un autre problème, je vais vous le montrer, en fait, ça va être les problèmes de hacking. On peut le résoudre, mais ça va être un énorme challenge pour certains services et certaines structures. La peur du hacking va faire que vous allez probablement, dans certains centres, avoir du retard au développement de ces applications. C'est un enjeu. Alors, comment sélectionner les patients et quels sont les patients éventuellement qu'on va pouvoir prendre en charge en dehors des soins critiques et de l'hospitalisation. Alors, si vous avez l'occasion cet après-midi de vous échapper du congrès, moi je vous invite à aller au musée du Louvre et vous verrez une représentation d'un auteur qui est peu connu, qui s'appelle Pansement des malades à Port-Royal des Champs, en 1713. On fait un petit peu de culture aujourd'hui, Christophe. En fait, vous voyez sur cette view, en fait, la surveillance et le monitoring des patients à l'époque. Donc en 1700, le monitoring, c'était des bonnes sœurs qui étaient là en continu. Donc déjà, il y a 300 ans, en fait, ils étaient en avance sur nous et le monitorage était parfait. Parfait. Le post-op, je ne sais pas, mais le monitorage était parfait. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? En fait, si je le dis trivialement, on a dégradé cette surveillance, puisque maintenant vous avez une infirmière qui vous surveille 10 patients à la maison, non, dans vos services, et à la maison, il y a 0. Et puis on est passé d'un monitorage continu, vous savez, du discontinu, puisque actuellement, pratiquement dans les services, l'infirmière, elle passe une fois toutes les 6 heures, ou une fois tous les 8 heures. Des fois, elle oublie son tour parce qu'elle est au café comme moi. Donc ça peut être compliqué. La question, c'est est-ce qu'actuellement, il faut surveiller tout le monde et comment ça peut se passer ? Alors, je vous ai juste, mais elle est très connue, cette diapositive, montrer un exemple très schématique. Je n'aime pas ce schéma, mais c'est un peu la réalité. C'est 4 heures du matin, c'est en haut à gauche. Le patient ne va pas bien vers 4-5 heures. Et puis, en fait, c'est à 6 heures qu'on découvre qu'il va vraiment pas bien. Versus, alors ça, c'est vraiment le monde idéal, ça ne se passera pas. Hein. C'est à 4 heures du matin, ça ne va pas bien, ça va encore. Il se dégrade. Et là, grâce à du monitoring ou des alertes qui sont en dehors des soins critiques, eh bien, à ce moment-là, il y a une réponse beaucoup plus rapide. Ça, c'est le monde idéal.
Si on part de ce principe-là, et ce qu'ont proposé plusieurs auteurs, dont Frédéric Michard, qui travaille énormément sur ce sujet-là à Genève, en Suisse, ça serait ça. C'est-à-dire qu'on appliquerait cette solution dans tous les services de chirurgie, on mettrait les patients en raquette dans des chambres, et puis par un système d'alerte, de monitoring, on simplifierait le système et on serait dans un monde parfaitement idéal. C'est peut-être un enjeu de demain. L'enjeu, ça serait de monitorer tous vos patients dans tous les services avec ce système de monitorage. Alors, je pense que les orateurs, après, vous feront le rationnel et l'intérêt ou pas en termes de prise en charge des patients. Il y a très, très peu d'études actuellement. C'est des petites cohortes. Soit c'est du avant-après, avec soit une tendance de réduction de la morbimortalité, avec des petits P significatifs, mais ce ne sont pas des gros collectifs. Donc, mais c'est une réalité, ça commence à se développer dans les services de chirurgie. Ou bien, autre type, vous avez des études comme celle-là publiée dans le BJA, qui sont souvent du rétrospectif, où on a équipé certains services de ces moniteurs, et puis on fait une comparaison entre des services qui l'ont et des services qui ne l'ont pas, en dehors des soins critiques, avec une tendance à une réduction de pas mal de choses, et surtout potentiellement un gain financier indirect par des réadmissions. Alors je ne vais pas vous demander de lever la main pour savoir si vous avez ces dispositifs dans vos services. C'est très peu développé, mais je vous rassure, l'industrie va pousser derrière nous tous. Un autre enjeu, c'est finalement, en fait, vous le savez tous, un changement de pratique dans les services de chirurgie et à domicile, avec des patients qui ne restent plus dans leur chambre, des patients qui sont opérés à J0 ou qui rentrent à J0. Ça va tellement bien qu'à J1, en fait, ils sont à la cafette, ils se baladent dans l'hôpital, ils vont bien. Donc la question, ça va être, est-ce qu'il faut aussi monitorer ces patients-là? Et est-ce que dans votre monitorage que vous allez potentiellement imaginer, l'enjeu, ça va être pas aussi d'avoir un système qui va ne pas être connecté simplement dans la chambre, avec une borne Wi-Fi dédiée dans la chambre, mais est-ce qu'il ne va pas falloir connecter une grosse partie de l'hôpital si le patient va à la radio, va chez le kiné, etc. etc., etc. Donc ça va être un enjeu. Alors peut-être que les orateurs en parleront après, mais ça va être un petit souci technologique, par exemple. Notre enjeu qui risque d'arriver, c'est que demain, je décide de faire du monitoring en dehors des soins critiques, d'équiper des chambres de chirurgie. J'ai équipé toutes les chambres A en bleu, elles sont pleines et manque de bol, j'ai un patient qui est opéré d'une gastrectomie, qui ne relève pas des soins critiques par exemple, et que je veux mettre dans le secteur B. Mais ce secteur B, il est rouge, il n'est pas équipé. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance ? Et est-ce qu'il ne faut pas, ça va être un enjeu, équiper non pas simplement une partie du service, mais tout le service, parce que les entrées et les sorties vont être compliquées à gérer. Donc ça va être un entrejeu de déploiement d'un système dans un service ou en ambulatoire, parce qu'il ne va pas falloir simplement sélectionner un patient, mais sélectionner des services de soins et potentiellement redéfinir vos services de soins et savoir où sont hébergés vos patients. Donc la première étape, je dirais, de l'enjeu pour vous dans les années à venir, ça ne va pas être simplement de sélectionner les patients, mais il faudra sélectionner les patients, les services et probablement les parcours de soins dans lesquels vous allez les hospitaliser. Je pense qu'on sort de la pratique, il y a un service de chirurgie qui est orthopédique, digestive, etc. Peut-être qu'il va falloir avoir une réflexion plus institutionnelle sur ces parcours de patients. À l'image il n'y a pas un service de soins critiques pour les soins critiques orthopédiques, il y a un service de soins critiques ARMPO. Ensuite, c'est, deuxième question, les enjeux, c'est le monitoring. Alors le monitoring, ça va être un enjeu institutionnel aussi. Je vous prendrai juste l'exemple de la cardiologie parce que vous savez que parmi nos spécialités, l'une des plus avancées dans le monitoring, c'est la cardiologie. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire en cardiologie? Vous le savez depuis longtemps, c'est d'équiper les patients avec des dispositifs de surveillance et puis de les évaluer, pourquoi pas en ambulatoire. C'est une très belle étude qui a été publiée ici dans le Lancet. Ce sont des patients qui ont une insuffisance cardiaque. On va les monitorer, on va faire deux groupes. Un groupe qui est monitoré en rouge, en bleu, et un groupe qui n'est pas monitoré en rouge, et on va comparer leur espérance de vie, puisque le problème de l'insuffisance cardiaque, c'est la mortalité à 6 mois ou à 12 mois après un événement d'hospitalisation. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout le temps où les patients sont monitorés à domicile, et bien en fait, vous avez une réduction de la morbimortalité de ces patients-là. Donc l'étude s'était arrêtée en disant c'est super, il faut monitorer tout le monde, et vous allez avoir un gain à la fois sur la morbidité et sur la mortalité. Un peu comme nous en ambulatoire. On les surveille pendant 2-3 jours, on les appelle, mais peut-être que le patient va se décompenser à J7, on aura perdu le bénéfice initial. En fait, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont continué l'étude, et ils ont continué à suivre leurs deux cohortes. Et après le suivi d'1 an, en fait, il n'y a plus de différence.
Il n'y a plus de différence. Donc, comme si le fait d'avoir mis le monitorage au départ avait un énorme effet bénéfique, avec une différence de morbimortalité, et probablement que le cut-off de l'arrêt ici de la surveillance est trop précoce et qu'il fallait encore poursuivre cette surveillance pendant 18 mois. Je vous le dis parce que dans les services de chirurgie, si vous lancez du monitorage, ça va être un enjeu. Est-ce qu'il faut que j'achète un capteur qui va durer 3 jours, qui va me coûter 150 $ ou 150 €, ou est-ce qu'il faut que je prévoie un capteur qui va durer beaucoup plus longtemps, 7 jours, 8 jours, 10 jours, dans un service de soins, parce que la défaillance peut survenir plus loin. Donc ça va être un réel problème. Un réel problème. En termes de monitoring, l'enjeu, ça va être aussi le choix et le coût. Quel monitoring, comment, quoi. Alors là, je ne vais pas le développer énormément parce que, comme je l'ai dit, je l'ai marqué, vous l'avez rêvé, ils l'ont fait. Vous avez actuellement la possibilité d'avoir tous les monitorages que vous souhaitez. Tout existe, la technologie elle est prête. D'autant plus que, et ça c'est une aide pour les Français, pour nous ceux qui habitent en France, la loi le permet. Donc il n'y a pas un enjeu au niveau de la loi. La loi est bien faite, elle a été implémentée grâce à la crise Covid. Vous pouvez très bien faire de la télésurveillance dans les services, de la télésurveillance à domicile. La loi vous le permet et vous n'aurez pas de contraintes réglementaires. Et c'est dans le Code de la santé publique. Et ça a été réaffirmé, vous le lirez, par cet article de loi. Et vous pouvez tout à fait le télécharger sur le Code de la santé publique. En termes de monitorage, vous avez tout à disposition. C'est le magasin de jouets actuellement. Et vous avez tous les dispositifs qui au départ ont été faits principalement pour de la surveillance cardiaque, mais actuellement, vous pouvez tout surveiller avec n'importe quoi. Tous les gadgets existent. Ce n'est pas un problème de technologie et ça a explosé grâce à la pandémie. L'avenir de ces moniteurs, on va le voir, ça va être un enjeu, en fait, de relayer ces moniteurs à de l'intelligence artificielle pour sélectionner les alarmes. L'autre enjeu qui va être donc important pour vous, une fois qu'on a toute cette boîte à outils, c'est qu'est-ce que je prends dans la boîte à outils ? Qu'est-ce qui, pour mes patients, est intéressant et qu'est-ce qui est pour vous intéressant en termes de monitoring? Qu'est-ce que je peux mettre dans mes services? Qu'est-ce que je peux mettre à domicile ou ailleurs? Donc vous pouvez prendre tous les paramètres actuellement, tout existe, que ce soit pour du monitorage respiratoire, pour du monitorage cardiaque ou bien pour du monitorage de qualité de vie. Donc tout actuellement est disponible et vous avez tout sur le marché qui est vendu. Qu'est-ce que je vais prendre pour mes patients dans les services ou en ambulatoire? En fait, là, vous allez aussi avoir un autre enjeu parce que votre spécialité va se confronter à la technologie des autres spécialités. Moi, si je suis orthopédiste, je ne le suis pas. L'intérêt pour un orthopédiste qui opère une prothèse de genou, c'est que le patient il marche et qu'il ait une angulation de son genou qui s'améliore et de le suivre. L'orthopédiste, il ne va pas appeler tous les jours ses patients pour savoir si la flexion du genou est à 60 degrés, 80 degrés. Donc actuellement, vous avez toute une partie des industriels qui travaillent avec nos amis chirurgiens. C'est la même chose en chirurgie digestive ou en orthopédie ou en urologie pour créer des applications propres à leur spécialité. Ici, c'est pour la prothèse de genou, la flexion des membres à domicile avec un retour sur la qualité de vie. Alors la question derrière, c'est oui, mais moi je ne veux pas surveiller ça, l'anesthésiste réanimateur. Mais le patient a déjà cette application-là. Donc l'un des enjeux, ça va être la convergence de toutes ces applications, des spécialités qui sont différentes. Donc ça va être un autre enjeu pour nous, parce qu'actuellement, il ne faudrait pas que le patient ait sur son téléphone une application orthopédique, l'autre cardiaque, l'autre... Ça va être un enfer. Donc probablement qu'il y aura une réflexion au niveau de vos institutions et des parcours de soins pour optimiser ça. C'est en train d'exploser dans les services de chirurgie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est probablement la qualité de vie de nos patients, la réduction de la morbimortalité. Je pense qu'on en parlera dans le topo d'ailleurs. Et probablement que parmi tous les paramètres, c'est la fréquence respiratoire qui sera l'un des paramètres les plus importants. Je passe cette partie-là puisqu'elle sera développée après. Et on va le voir, l'un des problèmes, ça va être la fiabilité des capteurs qui le permettent. Alors, je vous ai juste cité une étude parce que je pense que ça sera un peu développé plus tard au cours de la matinée, avec ici une très belle courbe de Kaplan, de Blant et Altman qui montre que l'ACAPNI versus la fréquence respiratoire, en termes de surveillance des patients, c'est magnifique cette courbe-là, ça marche très bien. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas tout à fait ça, et on a beaucoup d'alertes qui ne sont pas bonnes et pas adaptées. Et puis je vous l'ai dit, l'un des enjeux en plus dans la surveillance, ça va être le moment de l'incident. Alors on parle de J0, on parle de J1, et puis quand vous regardez les études de défaillance respiratoire ou de défaillance cardiaque et d'infarctus, c'est pas souvent J1, J2, ça peut être J5, J6, J7.
Donc l'une des questions que vous aurez à résoudre dans vos établissements de santé, si vous voulez développer un monitorage en post-opératoire en dehors des soins critiques ou à la maison, c'est la durée de surveillance de vos patients. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune étude fiable qui est en train de le démontrer, mais ça va être un problème en termes aussi de logistique pour la durée de surveillance. Et puis, ce qu'on est en train de voir, c'est que la technologie avançant, jusqu'à présent, pour l'ambulatoire, on avait juste des surveillances sur, on va dire, des critères de qualité de vie. Je suis opéré en ambulatoire, ça peut être une ligamentoplastie, je rentre à la maison, je prends mon iPhone et je vais communiquer simplement avec mon prestataire ou l'établissement et je vais envoyer simplement le fait que je vais bien, ma douleur elle est à 0, j'ai pas de fièvre. Et puis vous avez beaucoup d'études qui ont été publiées depuis 2010 jusqu'à maintenant pour montrer que ceci était extrêmement intéressant, fiable. Ça ne change pas la morbimortalité, mais ça augmente la qualité de vie des patients. Et à J30, il n'y a aucune différence sur la morbimortalité. Ça, c'est bien, mais peut-être que si j'opère une gastrectomie et que je la suis à domicile, puisqu'actuellement c'est le cas, vous avez des centres qui font de la gastrectomie en ambulatoire, peut-être que de détecter des événements qui ne sont pas simplement par des applis de qualité de vie, peut-être que c'est intéressant de connecter vos patients à domicile, avec un saturomètre, avec un brassard à tension, et puis de faire tout connecter. Donc nous, c'est ce qu'on a fait à Nîmes. On a été promoteur de l'étude Smart Angel, où on a 1260 patients qui ont été randomisés sur 20 centres. Je vous montre juste le principe. Donc les patients à gauche, ils ont un saturomètre, ils ont un brassard à tension, ils connectent. Le reporting de ces valeurs-là, elle se fait automatiquement via une tablette. Donc le patient, théoriquement, n'a même pas à rentrer les valeurs de pression artérielle et de saturation. C'est fait automatiquement, d'accord ? Quand ça marche, je vois mes arcs qui sont en train de sourire quand ça marche. Il peut rentrer ses scores de qualité de vie, ses nausées, ses vomissements. Toutes ces données-là sont envoyées sur un serveur et vous pouvez directement les connecter à la maison. Donc si vous voulez faire du vrai monitoring, comme on le fait dans les services à domicile, la technologie actuellement le permet. On a fini l'étude, on attend les résultats et vous aurez la publication l'année prochaine. Les alarmes. Alors ça c'est un véritable enjeu. En fait, ce qui pose problème dans ces monitorings, c'est toutes les fausses alarmes et tout ce qui va polluer. Le patient va bien, mais vous recevez une alerte. Cette alerte, en fait, il va bien. C'est un faux positif. Donc ça, c'est un véritable problème parce que vous allez avoir toutes les études, et ça, c'est tout le rouge, qui montrent que la gestion des alarmes et des fausses alarmes, c'est un enjeu pour ces moniteurs de détecter la bonne ou la mauvaise alarme. C'est la même chose à la maison. Le patient, en fait, il va super bien dans mon étude, mais en fait, sur mon reporting, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Donc probablement que là, il y a un énorme travail à faire, probablement qu'il passera par des logiciels de sélection, de triage de données, pour être sûr que ce que vous avez là fonctionne bien. D'accord ? Donc nous, on avait dans l'étude fait une petite astuce, c'est-à-dire que le patient prenait son pouce, attention à sa fréquence cardiaque, et quand il y avait une alerte, on lui demandait de la reprendre pour confirmer. Donc là aussi, il y a tout un raisonnement qui doit être fait. J'avance parce que j'ai pratiquement dépassé le temps. Et en tout cas, l'avenir, l'une des solutions, ça va être d'avoir des alertes qui sont bien sûr automatiques, mais surtout un système qui va permettre de trier ces alertes et pas simplement par un seul paramètre, mais 2 ou 3 paramètres, et de faire que le triage de ces paramètres vous envoie la bonne alerte au bon moment. Ça, c'est un véritable problème. Dans les services de soins critiques, le scope il sonne, l'infirmière est là à côté, elle va tout de suite vérifier. Dans les services de chirurgie, si on développe ça, il faut être sûr que l'infirmière, toutes les 5 minutes, elle ne soit pas alertée par des fausses alarmes dans les chambres. Sinon, ça va être un calvaire. Et c'est la même chose à domicile. Avant d'envoyer le SAMU, parce que soi-disant, le patient est en arrêt cardiaque à domicile, alors qu'il va bien, ça va être un véritable enjeu technologique. Je dis bien technologique. Alors, juste pour vous montrer, parce que ce n'est pas très simple, je montre juste la matrice des objets connectés que nous, on avait fait pour l'étude Smart Angel, pour vous montrer l'entrée de matrice. En fait, c'est les petites mains qui ont fait ça, c'est mon équipe, avec plusieurs docteurs. On a rentré tous les paramètres des patients, et à chaque étape, on a construit des matrices pour implémenter ça ensuite dans l'algorithme pour créer des alertes. On a fait des matrices rouges, jaunes, vertes. En fait, il y a des points d'entrée qui sont nombreux. On a mis presque 6 mois à créer cette matrice pour la rentrer dans le logiciel pour être sûr. Pourquoi ? Parce que quand vous surveillez un jeune qui a une pression artérielle de base à 90 versus un patient âgé qui a une pression artérielle de base à 110, il
il va falloir régler vos seuils d'alerte. Et ça ne va pas être la même chose en termes de surveillance à domicile. Donc il faut aussi prévoir des logiciels dans lesquels vous allez pouvoir implémenter et modifier, faire de la surveillance individuelle. Ça ne va pas être la même chose. D'accord ? Donc nous, pour tous ces patients-là, on ne l'a pas fait dans la première phase. On avait créé un système d'alerte qui est modifiable en fonction du patient. Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Ça va être un énorme enjeu. Alors en termes de réponse et de traitement, donc soit c'est très simple, c'est le monde idéal, tout est bien connecté et tout marche bien. Mais la question c'est, est-ce que vos équipes sont prêtes à jouer ? Pas sûr qu'actuellement, en particulier en France, si je donne un smartphone à un médecin d'étage, il serait d'accord pour faire ce travail-là. Mais moi, je pense que oui, parce que ça va être un gain de productivité énorme. Mais ça va être un challenge d'équipe. Ou bien, comme en ambulatoire, on fait un appel à un call center régional ou national. Donc ça, c'est un exemple aux États-Unis en cardiologie. Vous avez un certain nombre de patients qui sont surveillés potentiellement à la maison. Tout passe par de l'IA et tout passe par du monitoring délocalisé. Et c'est le centre ici qui est localisé à Seattle qui va potentiellement surveiller le patient qui est ici dans l'Alabama ou à New York. Ça existe déjà. Ce n'est pas l'avenir, ça existe déjà dans d'autres spécialités. Pourquoi, je ne sais pas, dans ma région du Gard, je n'ai pas un centre unique qui surveillerait tous les patients en ambulatoire de tous mes établissements de GHT. Bon, il faut y réfléchir parce que ça pourrait potentiellement arriver, mais ça voudra dire qu'il faut avoir un système de détection des alertes extrêmement important. Dernier point, pratiquement dans les enjeux, c'est le hacking. Parce qu'on voit bien qu'on n'a plus l'infirmière qui est à côté du patient, on n'a pas simplement le moniteur qui sonne, on a un système qui va passer forcément par du cloud, par du VPN et par des applications de smartphone. Et la question, ça va être, est-ce que vos directions de SIH vont pas avoir un regard dessus et vont pas vous bloquer tout le système. Juste pour nous, nos difficultés, mais alors c'est vraiment du pratique. On avait au départ du projet Smart Angel essayé d'enrôler 30 centres en France. De suite, on a eu des refus par les SIH et par les cliniques parce que leurs SIH ont refusé de travailler alors que tout était sécurisé, mais ils avaient tellement peur du hacking qu'ils ont refusé de travailler avec nous, d'emblée, refus. On a des accès de VPN qui sont des virtual networks qui ont été coupés au cours de l'étude et au final, on a eu des gros soucis. Une fois qu'on a démarré l'étude, en fait, il y a 10% des patients qui n'avaient pas de 4G ou de 5G, donc avec des réseaux qui n'étaient pas fiables à domicile, perte de données, au revoir. Et puis, vous avez des patients, ça peut être des jeunes, ce n'est pas forcément le 75 ans. Nous, on a inclus dans l'étude des patients très âgés. Les papis à domicile, ils adorent ça, ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont sur leurs applis, leur monitorage, ils se surveillent, ils sont très contents. Inversement, des jeunes de 30 ans, ils sont incapables d'utiliser ces moniteurs-là. Donc là aussi, il y aura un élément de surveillance. Alors, sous couvert de mon SIH, en fait, le premier risque, ce n'est pas ces monitorages. Je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas ces monitorages. Le premier risque, c'est vos... Oui, non, c'est vos messageries. Et les pirates, ce qui les intéresse, c'est pas de récupérer la pression artérielle ou la saturation de rose. Ils sont contre-fiches. Le pirate, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Donc il veut les fichiers sources, il veut infecter votre hôpital. Et derrière, faire du ransomware. Tu payes pas, je te débloque pas. Qui pirate un VPN, c'est possible, mais c'est pas facile. C'est pas grave, on crée un autre VPN et le problème est réglé. Mais par contre, aller infecter les réseaux, ça c'est autre chose. Donc en fait, les systèmes de monitoring, le risque de hacking, il n'est pas lié au système lui-même, il va être lié à vos messageries et au fait que vous donniez par erreur vos codes. Donc c'est ça qui va être le problème. Donc ça va être une discussion avec vos établissements de santé et ça ne va pas être tellement l'enjeu pour ça. L'enjeu financier, il va être considérable. En fait, c'est qui va payer. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur la télémédecine et la télésurveillance. On va parler en milliards de dollars. Après, c'est au niveau de l'institution, de votre établissement, qui paye. Je décide de mettre un monitoring, je n'ai pas donné de marque, dans un service de chirurgie. Oui, ça, c'est un coût. Qui va payer ce coût-là? Il n'est pas prévu pour l'instant en termes de remboursement. Ça va être un surcoût pour vos établissements. Si j'achète des capteurs individuels, ça peut être jusqu'à 150 $, 150 € le capteur pour 2 ou 3 jours. Il y a des problèmes de batterie. Est-ce qu'il là aussi, ça va être un surcoût? Et à domicile, c'est la même chose. Alors à domicile, vous pouvez avoir le choix de systèmes qui sont très simples, juste des textos ou des SMS, ça va vous revenir à peu près à 1 € par patient. Si vous avez une expertise derrière, c'est à peu près 1,50 € par patient. Si vous avez des systèmes plus avancés, ça peut être jusqu'à 2 €. Nous, dans le système qu'on avait discuté avec la BPI, notre système Smart Angel, d'un monitorage complet à domicile, on pourrait
pour que ça rentre dans les sous de la BPI, le facturer par patient 10-15 euros. Alors les Canadiens nous diront 10-15 euros à domicile, c'est rien Philippe Cuvier. Par contre, il y a beaucoup de patients qui ne mettront pas cette somme-là, ou beaucoup de mutuelles qui vont dire ouais, c'est encore la mutuelle qui paye. C'est à discuter. Le modèle financier pour ces applications-là, en particulier à domicile, il est à concevoir parce que pour l'instant, il reste à charge des établissements ou des patients. Bon, en termes de publication, les enjeux de recherche sont considérables. Dès que vous écrivez un papier, vous mettez monitoring, remote, intelligence artificielle, ambulatory, vous passez. Vous passez, c'est vraiment à la mode actuellement, avec deux visions. Une vision qui est plutôt sur l'ambulatoire actuellement, sur la qualité de vie, la réduction de réhospitalisation, moins sur la morbidité. On attendra les résultats de notre étude. Et si vous vous intéressez à l'hospitalisation, c'est plutôt la détection précoce des complications, l'analyse du signal. Il y a beaucoup d'études actuellement sur ce domaine-là. Et puis sur la réduction des coûts d'hospitalisation, mais c'est une réduction des coûts indirecte par moins de réadmission dans les services de chirurgie. Il y a des très très belles études, c'est un enjeu de publication qui sont en train de sortir, des collectifs qui sont de plus en plus importantes, avec des études randomisées à domicile de surveillance. Ici, on a de la surveillance sur de la chirurgie colorectale J0 à domicile. Est-ce que c'est juste un téléphone qui vous surveille sans application ou est-ce que c'est un téléphone avec des applications, avec aussi des méta-analyses qui sont en train de sortir. Puis on va vite publier notre étude parce que, par exemple, la Mayo Clinic vient de terminer la même étude pratiquement que la nôtre avec du monitoring à la maison sur des applications. Donc on n'est pas à la traîne en France, on est bien en avance, mais on est en train de se faire rattraper par de l'argent. En conclusion, parce qu'il faut conclure, je dirais que les messages clés pour vous, les enjeux à l'avenir pour notre spécialité, parce que ça va être un enjeu de notre spécialité. Vous avez une forte pression des industriels pour vendre tout, pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est une évidence et tout est actuellement sur le marché. Par contre, vous avez à l'inverse une très très forte adhésion des patients dans ces programmes-là, à condition de bien définir les objectifs que vous vous donnez aux patients. On vous surveille la flexion de genou, d'accord, mais vous le savez, on ne surveille pas la température, ou à l'inverse, on est sur du monitorage plus hémodynamique, respiratoire ou de température. Ensuite, les enjeux. Alors on en parlera, je pense, après, c'est les alarmes. Il faut absolument actuellement que les industriels et probablement des programmes d'intelligence artificielle réduisent la pollution liée aux alarmes, sinon ça ne fonctionnera pas, on ne pourra pas le déployer dans tous les services. Ça, c'est évident. Ensuite, c'est comment intégrer ces dispositifs à vos parcours de soins. À vos parcours de soins. Ce n'est pas le monitoring qui va créer des parcours de soins, c'est comment est-ce que le monitoring va optimiser vos parcours de soins, c'est pas l'inverse. Le modèle financier, je vous l'ai dit, il est à construire, voilà. Et puis, ça peut pas être le docteur lambda qui décide pour son service de chirurgie d'utiliser tel monitoring, parce que ça va pas fonctionner. Il faut avoir une réflexion institutionnelle, embarquer la direction, les finances, le SIH, les équipes médicales, et après on déploie le système, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est évident. Et puis, se questionner sur les parcours de soins, parce que ces systèmes-là, ils sont faits pour sécuriser vos parcours, mais pas, je dis, tiens, je me lance dans la gastrectomie, je vais monitorer mes patients à domicile, tout ira bien. Non, il faut prévoir le backup derrière. Donc, à partir du moment où vous avez réglé ces problèmes-là, nous, c'est ce qu'on a fait dans l'étude Smart Angel, derrière, vous pouvez dérouler sans problème. Alors, Nîmes, on est souvent en avance sur la technologie. Par contre, malgré que nous, on soit très en avance sur l'ambulatoire et ces process-là, on ne l'a pas fait pour l'intra-hospitalier. On n'a pas développé actuellement ces systèmes dans nos services de chirurgie parce qu'on n'est pas prêt. On n'a pas répondu à ce cahier des charges. Et tant que vous ne répondez pas à ce cahier des charges, ça ne sert à rien. Merci. Merci.